Je m'appelle Aurelio Mendoza, j'ai 74 ans, et le jour le plus incroyable de ma vie a été quand je suis arrivé chez moi et que j'ai découvert que ma belle-fille avait changé toutes les serrures pour installer ses parents à ma place. Quand j'ai essayé d'entrer avec mes clés, elles ne marchaient plus. Quand j'ai sonné à la porte, c'est le père de ma belle-fille qui m'a ouvert, comme s'il était le propriétaire de la maison. Don Aurelio, Patricia nous a dit que vous n'habitiez plus ici. Nous avons emménagé définitivement, m'a-t-il dit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une carte cachée qui allait transformer leur confort en le cauchemar juridique le plus grand de leur vie. Imagine la situation. C'était un mardi après-midi. Je revenais des courses de toute la semaine avec des sacs lourds et l'envie de me reposer dans mon fauteuil après 40 ans de travail honnête. J'arrive devant la porte de la maison que j'avais achetée à la sueur de mon front. J'introduis la clé comme je l'avais fait des milliers de fois et elle ne rentre pas. J'essaie avec la clé de la porte de derrière, ça ne marche pas non plus. J'essaie avec la clé du portail du garage, rien. J'ai pensé que je m'étais trompé de clé, que j'avais pris celle d'un autre endroit par distraction, mais non, c'était bien mes clés habituelles, avec le porte-clés que m'avait offert ma défunte épouse Rosa. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de très grave. J'ai sonné à la porte de ma propre maison et c'est don Ramon, le père de Patricia, ma belle-fille, qui m'a ouvert, habillé en pyjama et en pantoufles comme s'il était chez lui. Don Aurelio, qu'est-ce que vous faites ici, m'a-t-il demandé avec la plus grande simplicité du monde. Comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? J'habite ici, Ramon. C'est ma maison. Non, don Aurelio. Patricia nous a tout expliqué. Vous êtes parti dans une maison de retraite et vous nous avez demandé de garder la maison. Nous avons déjà amené toutes nos affaires. À ce moment-là, j'ai compris l'ampleur de ce qui se passait. Ma belle-fille Patricia, profitant du fait que mon fils Esteban était en voyage de travail pendant 2 semaines, avait exécuté un plan qu'elle préparait depuis des mois, changer les serrures, installer ses parents dans ma maison, et me laisser littéralement à la rue. Mais ce que Patricia ne savait pas, ce que don Ramon ne savait pas, ce que personne dans cette maison occupée illégalement ne savait, c'est que j'avais tous les documents légaux qui allaient transformer leur invasion en un problème judiciaire qui les poursuivrait pendant des années. Cet après-midi-là, debout sur le trottoir devant ma propre maison, avec mes sacs de courses dans les mains, j'ai pris une décision qui allait changer pour toujours le destin de tous les impliqués dans cette usurpation. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro qui allait lancer la bataille légale la plus foudroyante que ma famille ait jamais vue. Écoute-moi jusqu'à la fin et dis-moi ce que toi tu aurais fait à ma place. Dis-moi aussi de quelle ville tu me suis, car ce que je vais te raconter va te montrer pourquoi il ne faut jamais s'en prendre à un homme qui connaît ses droits et sait les faire respecter. Pour que tu comprennes comment nous sommes arrivés à cette situation extrême, je dois te raconter l'histoire depuis le début, parce que ma belle-fille Patricia n'a pas toujours été l'usurpatrice effrontée qui a changé les serrures de ma maison. Quand mon fils Esteban me l'a présentée il y a 10 ans, elle paraissait être une fille polie, travailleuse, avec de bonnes manières. Esteban travaillait comme ingénieur dans une entreprise pétrolière et il avait rencontré Patricia lors d'une formation professionnelle. Elle était comptable agréée, avait son propre bureau, gérait les finances de plusieurs petites entreprises. Elle m'avait plu dès le premier instant parce qu'elle parlait avec respect, posait des questions sur mon travail, s'intéressait aux histoires de la famille. Quand ils se sont mariés, je leur ai proposé de venir vivre chez moi pendant qu'ils économisaient pour leur propre maison. La maison est grande, elle a 4 chambres. Et après la mort de Rosa, elle était devenue bien vide pour moi tout seul. Je pensais que ce serait agréable d'avoir de la compagnie, surtout si des petits-enfants arrivaient. Les premières années ont été bonnes. Patricia continuait son travail, contribuait aux dépenses de la maison, cuisinait pour tout le monde le dimanche. Esteban était content parce qu'il pouvait économiser presque tout son salaire sans payer de loyer. Moi j'étais heureux parce que la maison retrouvait de la vie après des années de silence. Mais les choses ont commencé à changer quand Patricia a perdu quelques clients importants de son bureau comptable. La concurrence était devenue dure. Des grandes entreprises offraient les mêmes services à des prix plus bas. Petit à petit elle a perdu du travail jusqu'à décider de fermer son bureau. Don Aurelio, m'a-t-elle dit quand elle a pris cette décision, je vais prendre un temps pour repenser ma carrière. Peut-être qu'il vaut mieux que je cherche un travail salarié au lieu d'être indépendante. Cela m'a semblé raisonnable. Les temps étaient difficiles pour tout le monde et elle avait travaillé honnêtement pendant des années. Je pensais qu'elle allait prendre quelques mois pour trouver quelque chose de nouveau et qu'après elle contribuerait à nouveau aux finances de la maison. Mais les mois passaient et Patricia ne trouvait pas de travail. Le marché est très difficile, m'expliquait-elle.
Les entreprises demandent beaucoup d'expérience dans des systèmes que je ne maîtrise pas. Ou alors les salaires qu'ils proposent sont trop bas pour le niveau de responsabilité exigé. Après un an sans travailler, Patricia avait développé une routine très confortable. Elle se levait tard, prenait son petit déjeuner tranquillement alors que moi j'étais déjà sorti faire mes choses. Elle passait la matinée à regarder la télévision ou à naviguer sur Internet. Elle déjeunait ce que moi j'avais préparé. Elle faisait la sieste. Et quand Esteban rentrait du travail, elle lui racontait toutes les injustices du marché du travail qui l'empêchaient de trouver un emploi. Esteban la défendait toujours. « Papa, tu ne comprends pas comme c'est dur de trouver du travail. Patricia fait des efforts, mais rien ne vaut la peine. » Moi je voyais que Patricia s'était habituée à vivre sans travailler, entretenue par le salaire d'Esteban et la maison que je fournissais gratuitement. La deuxième année de chômage, les choses ont empiré. Patricia a commencé à se plaindre que la maison était trop vieille, qu'elle avait besoin de rénovation, que les meubles étaient démodés. « Don Aurelio, vous ne pensez pas qu'on pourrait changer ces rideaux? Ils sont très décolorés. Oh, cette cuisine a besoin d'une modernisation urgente. » Puis sont venues les suggestions de décoration. « Don Aurelio, j'ai vu dans un magazine des idées pour moderniser des maisons comme celle-ci. Qu'en pensez-vous si on change petit à petit? » Ce n'étaient pas des suggestions, c'était des pressions constantes pour que je dépense mon argent afin de modifier ma maison selon ses goûts à elle. Quand je lui disais que les travaux coûtaient cher et que moi j'étais content de la maison telle qu'elle était, Patricia prenait un air de victime. Vivre dans un endroit si ancien me déprime. Cela fait 2 ans que je ne travaille pas, je passe toute la journée ici. J'ai besoin que l'ambiance soit plus joyeuse. C'est là que j'ai commencé à comprendre que Patricia ne cherchait pas vraiment du travail. Elle cherchait des moyens de transformer ma maison en la sienne, de faire de moi le financier de son style de vie sans responsabilité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été quand ses parents ont commencé à venir en visite tous les week-ends. Don Ramon et Donia Estela vivaient dans un petit appartement au centre, mais depuis que Patricia s'était installée confortablement chez moi, ils avaient découvert que c'était bien plus agréable de passer les week-ends dans une grande maison avec jardin. « Don Aurelio, » m'a dit Patricia, « mes parents sont âgés et l'appartement où ils vivent n'a pas une bonne ventilation. Ça vous dérange s'ils viennent passer les week-ends ici? Ils vont t'aider pour le ménage et la cuisine. » Au début ça ne me dérangeait pas. C'étaient des gens comme moi. Je comprenais qu'ils veuillent être plus à l'aise. Mais les week-ends se sont allongés. D'abord ils restaient jusqu'au lundi, puis jusqu'au mardi. Finalement ils restaient toute la semaine et ne retournaient à leur appartement que pour prendre des vêtements propres. Ma maison était devenue une pension de famille dirigée par Patricia. Elle organisait les repas, décidait des programmes de télévision, fixait les horaires de la salle de bain, distribuait les tâches domestiques. Moi j'étais un invité dans ma propre maison. Quand j'ai dit à Esteban que la situation devenait incontrôlable, il m'a répondu quelque chose qui m'a profondément blessé. « Papa, Patricia fait un effort énorme pour maintenir la maison en ordre. Ses parents aident beaucoup. Tu ne crois pas que c'est égoïste de te plaindre alors que tu as autant de compagnie? » Égoïste. Mon propre fils me disait égoïste parce que je ne voulais pas que ma maison soit envahie par les parents de sa femme au chômage. Les choses ont empiré quand Patricia a commencé à faire des modifications dans la maison sans me consulter. Elle a changé les rideaux du salon, remplacé les meubles de la salle à manger, installé une nouvelle télévision dans la chambre principale qui était la mienne. Don Aurelio, ces changements étaient nécessaires. La maison avait l'air très triste, disait-elle. Chaque changement était justifié comme une amélioration nécessaire. Mais tous ces changements effaçaient les traces de Rosa, de notre histoire ensemble, des 30 années que nous avions vécues dans cette maison. Le point de rupture est arrivé il y a 3 mois, quand Esteban m'a annoncé qu'il devait voyager en Europe pour le travail pendant 2 semaines. « Papa, c'est une opportunité très importante pour ma carrière. L'entreprise m'envoie superviser des installations en Norvège. » Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, que Patricia et moi allions bien nous entendre pendant son absence, mais Patricia avait d'autres plans. Le 2e jour, après le départ d'Esteban, Patricia m'a fait une proposition qui m'a glacé le sang. « Don Aurelio, j'ai parlé avec mes parents et nous pensons que ce serait une bonne idée que vous envisagiez d'aller vivre dans une maison de retraite. Nous pourrions rester pour garder la maison. » Comment, lui ai-je demandé sans pouvoir croire ce que j'entendais. « Oui, Don Aurelio, vous êtes déjà trop âgé pour entretenir une maison aussi grande. Dans une résidence, vous serez mieux soigné. Vous aurez de la compagnie de gens de votre âge.
Vous n'aurez pas les soucis des tâches domestiques. Patricia, c'est ma maison. J'habite ici depuis 30 ans. Je ne vais pas partir dans aucune résidence. Mais, Don Aurelio, soyons réalistes. Vous ne pouvez pas maintenir cette maison tout seul. Nous pouvons mieux la garder, faire les rénovations nécessaires. Là, j'ai compris le plan complet. Patricia voulait que je parte pour garder ma maison. Elle ne me faisait pas une faveur en me suggérant une maison de retraite. Elle était en train de m'expulser de mon propre foyer. Patricia, cette conversation est terminée. Je ne vais pas quitter ma maison. Don Aurelio, ne soyez pas têtu. C'est pour votre bien. Mon propre bien, c'est moi qui décide, pas toi. Cette nuit-là, Patricia a fait quelque chose qui a confirmé ses intentions réelles. Elle a appelé ses parents et leur a dit de venir immédiatement parce que, Don Aurelio se mettait difficile avec le sujet de la maison. Don Ramon et Doña Estela sont arrivés le lendemain avec des valises, comme s'ils venaient s'installer définitivement. Aurelio, m'a dit Don Ramon, Patricia nous a expliqué la situation. Nous pouvons vous aider à trouver une jolie maison de retraite où vous serez plus à l'aise. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me trouve quoi que ce soit. Je suis parfaitement à l'aise dans ma propre maison. Mais Aurelio, à notre âge nous ne pouvons plus avec ces responsabilités. C'est mieux d'être dans un endroit où on nous soigne. C'était incroyable. Les parents de Patricia étaient venus pour me convaincre de quitter ma maison afin qu'ils puissent rester à ma place. Pendant les jours suivants, la pression a été constante. Patricia me montrait des brochures de maisons de retraite. Ses parents me racontaient des histoires de connaissances très heureuses dans des foyers. Tout le monde avait décidé que je devais partir, mais j'avais un avantage qu'ils ignoraient. Je connaissais parfaitement mes droits légaux. Pendant mes 40 ans de travail dans une entreprise de construction, j'avais beaucoup appris sur les lois de propriété, les contrats et les procédures légales. Le vendredi après-midi, une semaine avant le retour d'Esteban, j'ai dit à Patricia et à ses parents que je devais sortir pour des démarches et que je rentrerais tard. Prenez votre temps, m'a répondu Patricia avec un sourire que je comprends maintenant comme un soulagement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mes démarches consistaient à aller au bureau de mon avocat, le docteur Herrera, qui avait géré tous mes dossiers légaux pendant des décennies. Un docteur, lui ai-je dit, j'ai une situation très délicate à la maison qui a besoin d'une protection légale immédiate. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait, les pressions pour que je parte, l'occupation progressive de mes espaces par les parents de Patricia, les menaces voilées sur ma capacité à entretenir la maison. Don Aurelio, m'a dit le docteur Herrera, ce que vous décrivez peut constituer plusieurs délits, usurpation, coercition, peut-être même escroquerie. Nous devons agir vite avant que la situation n'empire. Ce même après-midi, nous avons signé une série de documents qui me protégeaient légalement. Une déclaration sous serment sur la situation d'occupation irrégulière de mon domicile. Une attestation notariale confirmant que je n'avais autorisé aucun changement de serrure. Et une demande préventive d'exclusion du domicile pour toute personne occupant ma propriété sans autorisation. Don Aurelio, m'a averti le docteur Herrera, si jamais il change les serrures pendant que vous n'êtes pas là, cela constitue une usurpation aggravée. C'est un délit grave que la police doit traiter immédiatement. Et qu'est-ce que je dois faire si ça arrive? Appelez le 911 immédiatement. Ne tentez pas de résoudre la situation par vous-même. Laissez la loi agir. Le samedi matin, quand je suis rentré après avoir passé la nuit à l'hôtel pour éviter plus de pression, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. C'était une lettre signée par Patricia, Don Ramon et Doña Estela. Don Aurelio, disait la lettre, après beaucoup de réflexion, nous avons décidé que le mieux pour tous est que vous acceptiez notre suggestion de déménager dans une maison de retraite. Nous allons nous charger de toutes les démarches et des frais. La maison restera entre de bonnes mains jusqu'au retour d'Esteban. C'était une déclaration de guerre déguisée en lettres aimables. On m'informait qu'ils avaient pris la décision à ma place. Le dimanche soir, après une journée de tension constante où Patricia et ses parents me parlaient comme si c'était déjà un fait que j'allais partir, j'ai décidé qu'il était temps d'exécuter mon plan de défense. Patricia, lui ai-je dit, demain lundi, je dois sortir tôt pour faire quelques démarches concernant le sujet de la résidence. Je vais être absent toute la journée. C'était un mensonge, bien sûr. Mon plan était de sortir tôt, de rester prêt pour surveiller la maison et voir exactement ce qu'ils allaient faire en mon absence. Parfait, Don Aurelio, m'a répondu Patricia avec un sourire triomphant. Nous allons profiter pour organiser certaines choses dans la maison. Le lundi à 8 heures du matin,
je suis sorti de la maison avec une petite valise, comme si je partais vraiment dans une résidence. Mais au lieu de partir, je suis allé au café du coin, d'où je pouvais voir parfaitement ce qui se passait dans ma maison. À 10 heures du matin, un serrurier est arrivé. Patricia lui a ouvert la porte et ils ont parlé quelques minutes. Puis l'homme a commencé à travailler sur toutes les serrures de la maison, porte principale, porte arrière, portail du garage. À midi, un camion de déménagement est arrivé. Les parents de Patricia ont commencé à décharger des meubles, des électroménagers, des cartons de vêtements. Ce n'était pas un déménagement temporaire, c'était un déménagement définitif. À 14 heures, Patricia est sortie de la maison et a remis un jeu de nouvelles clés à son père. Don Ramon a testé les clés sur toutes les portes, comme un nouveau propriétaire inspectant son domaine. Ils avaient exécuté le plan complet en une matinée, changement de serrure, installation des parents, remise des clés. Ma maison n'était plus ma maison. À 15 heures, je me suis approché pour vérifier ce que je savais déjà. Mes clés ne fonctionnaient plus. J'ai sonné et Don Ramon m'a ouvert avec tranquillité, comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro qui allait tout changer, 911. La police nationale. En quoi pouvons-nous vous aider? Bonsoir. Je m'appelle Aurelio Mendoza et j'ai besoin de signaler une usurpation de domicile en cours. Je suis le propriétaire légal de la maison et je ne peux pas entrer parce qu'ils ont changé les serrures sans mon autorisation. Monsieur, pouvez-vous vous rendre immédiatement à l'adresse où a lieu l'usurpation? Nous envoyons une patrouille tout de suite. Je suis déjà ici, devant la porte de ma maison. Les usurpateurs sont à l'intérieur. En 10 minutes, 2 voitures de police sont arrivées, 4 agents en uniforme, 2 d'entre eux gradés officiers. La situation était devenue très sérieuse très rapidement. Êtes-vous monsieur Aurelio Mendoza, celui qui a signalé l'usurpation? Oui, officier. C'est ma maison depuis 30 ans et ces individus ont changé les serrures pour m'empêcher d'entrer. L'officier responsable, un sergent d'environ 45 ans, m'a demandé de lui montrer toute la documentation. J'ai sorti le dossier préparé avec mon avocat, acte de propriété de la maison, pièce d'identité, facture de service, déclaration sous serment sur la situation, attestation notariale sur les serrures. La documentation est en ordre, m'a confirmé le sergent après avoir tout vérifié. Cette personne est effectivement le propriétaire légal de la maison. Nous allons procéder à l'expulsion immédiate des occupants illégaux. Le sergent s'est dirigé vers la porte et a sonné avec autorité. Don Ramon a ouvert avec la même tranquillité qu'avant, jusqu'à ce qu'il voie les uniformes de police. Bonsoir, je suis le sergent Rodriguez de la police nationale. Nous avons une plainte pour usurpation de domicile. Pouvez-vous m'expliquer avec quelle autorisation vous occupez cette maison? Le visage de Don Ramon a complètement changé. Officier, il doit y avoir un malentendu. Nous vivons ici avec l'autorisation du propriétaire. Avez-vous des documents qui prouvent cette autorisation? Non, mais ma fille peut tout expliquer. Patricia est apparue à la porte avec un visage de panique totale. Officier. Mon beau-père nous a demandé de garder la maison pendant qu'il déménage dans une résidence pour personnes âgées. Madame, monsieur Aurelio Mendoza est présent et nie avoir donné cette autorisation. En plus, nous avons une preuve légale que vous avez changé les serrures sans son consentement. Mais officier, il est déjà très âgé. Peut-être qu'il ne se rappelle pas bien. Madame, ce n'est pas à moi d'évaluer la capacité mentale du propriétaire. Ce que j'ai, c'est une plainte formelle pour usurpation avec toute la documentation légale en règle. Le sergent s'est adressé à tous les occupants de la maison. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos effets personnels et quitter le logement. Tout meuble ou appareil électroménager que vous avez introduit sans l'autorisation du propriétaire doit être retiré immédiatement. Patricia a tenté une dernière ressource. Officier, nous ne pouvons pas attendre le retour de mon mari. Il peut tout expliquer. Madame, votre mari n'est pas le propriétaire du logement. Le propriétaire est présent et demande l'expulsion immédiate. Les 30 minutes suivantes ont été d'une activité frénétique. Patricia pleurait en mettant des vêtements dans des sacs. Ses parents chargeaient des meubles, confus et effrayés. Ils ont même dû appeler un autre camion de déménagement pour sortir tout ce qu'ils avaient apporté le matin. Pendant ce temps, je suis resté sur le trottoir avec le sergent, observant comment le plan qu'ils avaient exécuté si confiant quelques heures plus tôt se démontait. Don Aurelio, m'a dit le sergent, voulez-vous porter plainte pénale pour usurpation?
Oui, officier. Je veux que cela soit consigné légalement pour que cela ne se reproduise pas. À 17 heures, Patricia et ses parents étaient debout sur le trottoir avec toutes leurs affaires, sans savoir où aller. Le serrurier était revenu, cette fois payé par la police avec de l'argent réclamé à Patricia, et il avait rétabli les serrures d'origine. Patricia, lui ai-je dit avant qu'elle ne parte, j'espère que cette expérience t'a appris qu'on ne peut pas usurper la maison de quelqu'un en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Elle ne m'a pas répondu. Elle est montée dans le taxi qu'elle avait appelé avec ses parents et ils sont partis sans dire un mot de plus, mais je savais que ce n'était pas fini. Cette nuit-là, seul dans ma maison récupérée, j'ai appelé Esteban en Norvège pour lui raconter ce qui s'était passé. Sa réaction a été un choc total. Papa, je n'arrive pas à croire ce que tu me racontes. Patricia a vraiment changé les serrures? Oui, Esteban. Et elle a fait emménager ses parents ici pendant qu'elle essayait de me convaincre d'aller dans un foyer. Papa, il doit y avoir un malentendu. Patricia ne ferait pas une chose pareille. Esteban, la police a tout documenté. Des charges pénales ont été déposées. Ce n'est pas un malentendu, c'est un délit. Le silence de l'autre côté de la ligne a été long. Finalement, Esteban a parlé. Papa, je vais écourter le voyage. Je reviens dès demain. Ce n'est pas nécessaire, Phil. La situation est déjà contrôlée légalement. Mais je dois parler avec Patricia, comprendre ce qui s'est passé. Esteban, ce qui s'est passé, c'est que ta femme a essayé de me voler la maison. Il n'y a pas beaucoup plus à comprendre. 2 jours plus tard, Esteban était de retour en Argentine, mais il n'est pas venu directement à la maison. Il est d'abord allé chercher Patricia, qui s'était réfugiée chez une sœur. Quand il est finalement arrivé à la maison, il était seul. Papa, j'ai parlé avec Patricia. Elle dit que tout a été un malentendu, qu'elle pensait vraiment faire ce qui était le mieux pour toi. Un malentendu, ai-je demandé, incrédule. Changer les serrures de ma maison, c'est un malentendu? Elle dit que tu étais confus au sujet de la maison de retraite. Esteban, je n'ai jamais accepté d'aller dans aucune maison de retraite. Ta femme a pris cette décision à ma place et a exécuté un plan pour usurper ma maison. Papa, peut-être que Patricia s'est trompée dans la manière, mais ses intentions étaient bonnes. Là, j'ai compris qu'Esteban essayait de justifier l'injustifiable. Sa loyauté allait à sa femme, pas à la vérité des faits. Esteban, lui ai-je dit, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très clair. Patricia n'est plus la bienvenue dans cette maison. Après ce qu'elle a fait, elle ne peut plus y vivre. Mais papa, où allons-nous habiter? Ça fait des années que nous ne payons plus de loyer parce que nous vivons ici avec toi. C'est un problème que tu dois résoudre avec ta femme, pas avec moi. Papa, tu ne peux pas pardonner à Patricia? Elle est très repentante. Esteban. Le repentir arrive après que la police l'a prise en flagrant délit. Ce n'est pas un repentir sincère. La conversation a continué pendant des heures. Mais je n'ai pas changé de position. Patricia avait franchi une ligne qui ne permettait pas le pardon. Elle avait essayé de me voler ma maison en profitant du voyage d'Esteban. Les jours suivants ont été des négociations tendues. Esteban essayait de faire le médiateur entre son père et sa femme. Patricia envoyait des messages pour demander pardon. Ses parents appelaient pour expliquer qu'ils avaient été mal informés de la situation. Mais j'avais pris une décision ferme, Patricia ne remettrait plus jamais un pied dans ma maison. 3 semaines après l'incident, Esteban et Patricia avaient loué un petit appartement. Le déménagement a été triste, car Esteban emportait non seulement ses affaires, mais aussi une partie de notre relation. Papa, m'a-t-il dit le jour où il est parti, j'espère qu'un jour tu pourras pardonner à Patricia. Elle a commis une erreur, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Esteban, ce que ta femme a fait n'a pas été une erreur. Ça a été un plan calculé pour me voler la maison. Les erreurs sont involontaires. Au cours des mois suivants, la relation avec mon fils s'est beaucoup refroidie. Il me rendait visite seulement une fois par semaine, toujours avec un air gêné, toujours en me demandant de reconsidérer ma position au sujet de Patricia. Mais j'avais appris quelque chose d'important. Tous les conflits familiaux ne peuvent pas se résoudre avec pardon et oubli. Certains comportements sont si graves qu'ils demandent des conséquences permanentes. La procédure légale a suivi son cours. Patricia a été mise en examen pour usurpation aggravée et coercition. Ses parents ont été cités comme témoins.
L'affaire est restée documentée légalement pour éviter de futures tentatives similaires. 6 mois plus tard, Patricia m'a envoyé une lettre de pardon officielle. « Don Aurelio, disait-elle, je reconnais que je me suis terriblement trompé avec le sujet de la maison. Ça a été une décision impulsive que j'ai prise en pensant à votre bien-être, mais je comprends que je n'avais pas le droit de prendre cette décision à votre place. » C'était une lettre bien rédigée, probablement écrite avec l'aide d'un avocat, mais elle arrivait trop tard et avec des motivations suspectes. 1 an après l'incident, les choses s'étaient stabilisées dans une nouvelle normalité. Esteban me rendait visite régulièrement, mais jamais avec Patricia. Nous parlions du travail, de la famille, de n'importe quel sujet. Sauf de la possibilité d'une réconciliation. Patricia avait trouvé un travail dans une entreprise de comptabilité. Il vivait dans l'appartement loué, luttant financièrement après des années de confort gratuit chez moi. « Papa, m'a dit un jour Esteban, tu ne crois pas que Patricia a déjà assez payé pour son erreur ? » Ce n'était pas une erreur, c'était un délit. Et les délits ont des conséquences permanentes. 2 ans plus tard, Patricia est tombée enceinte. Esteban est venu m'annoncer la nouvelle avec un mélange de joie et d'angoisse. « Papa, tu vas être grand-père, tu ne crois pas que ce bébé mérite d'avoir une famille unie ? » C'était le chantage émotionnel que j'attendais. « Esteban, le bébé aura une famille unie, toi, Patricia, et moi comme grand-père présent, mais à part. Ce que le bébé n'aura pas, c'est Patricia vivant dans ma maison après avoir essayé de me la voler. Mais papa, le bébé ne mérite-t-il pas de connaître la maison où son père a grandi ? Le bébé connaîtra cette maison quand il viendra en visite avec moi, mais Patricia ne sera plus la bienvenue ici. Quand ma petite fille est née, j'ai ressenti une joie immense mêlée de tristesse à cause de la situation familiale. Elle était belle, en bonne santé, parfaite, mais les visites devaient se faire dans leur appartement, parce que je m'étais tenu ferme dans ma décision. « Papa, m'a dit Esteban quand le bébé avait 3 mois, tu ne veux pas que ta petite fille grandisse dans la maison où tu as élevé son père, Esteban ? Je veux le meilleur pour ma petite fille. Et le meilleur inclut qu'elle apprenne que les actions ont des conséquences, qu'on ne peut pas faire du mal sans en payer le prix. Maintenant, 5 ans après l'incident, ma petite fille vient me voir tous les samedis. C'est une fillette intelligente, curieuse, pleine de vie. Patricia l'amène jusqu'à la porte, mais n'entre pas. Elle reste dans la voiture en attendant. « Papy, m'a demandé récemment ma petite fille, pourquoi maman ne peut pas entrer dans ta maison ? » C'était une question innocente, mais difficile à répondre sans abîmer l'image qu'elle avait de sa mère. « Oh mon amour, lui ai-je dit, parfois les adultes commettent de très grosses erreurs. Ta maman a commis une erreur avec moi qui a beaucoup blessé ma confiance. Et tu ne peux pas lui pardonner, m'a demandé ma petite fille. Pardonner ne veut pas dire que les choses redeviennent comme avant, ça veut dire qu'on n'est plus en colère, mais qu'on a appris à se protéger. Cette conversation m'a fait réfléchir pour savoir si j'avais été trop dur avec Patricia, mais ensuite je me souvenais de cet après-midi où je suis arrivé chez moi et où je n'ai pas pu entrer. Quand Don Ramon m'a répondu à l'interphone comme s'il était le propriétaire et qu'il me convainquait que j'avais fait ce qu'il fallait, il y a 6 mois, Patricia a fait une tentative finale d'approche. Elle m'a envoyé une lettre très longue où elle détaillait tous les problèmes économiques qu'ils avaient eus depuis leur départ de chez moi, la difficulté d'élever une enfant dans un petit appartement, combien la stabilité de vivre avec moi lui manquait. « Don Aurelio, écrivait-elle, je sais que ce que j'ai fait n'a pas de justification, mais je vous prie de considérer le bien-être de votre petite fille. Elle mérite de grandir dans un environnement familial stable, entouré de l'amour de toute la famille. » C'était le dernier recours, utiliser ma petite fille comme argument émotionnel pour que je cède dans ma position. Mais j'avais appris au fil des années que céder au chantage émotionnel n'invite qu'à plus de chantage. Je lui ai répondu par une lettre brève, « Patricia, ce que mérite ma petite fille, c'est de grandir dans une famille qui respecte les règles de vie commune, qui comprend que les actions ont des conséquences et qui n'utilise pas les enfants comme outil de manipulation émotionnelle. » La réponse l'a laissé dévasté, d'après ce que m'a raconté Esteban. « Papa, Patricia a pleuré pendant des jours après avoir reçu ta lettre. Elle croyait vraiment que tu pourrais reconsidérer ta décision après tant d'années. Esteban, tu crois vraiment que ce que Patricia a fait peut s'oublier? Pas oublier, mais peut-être pardonner après tant de temps. Moi, j'ai pardonné il y a des années, mais pardonner ne veut pas dire refaire confiance. Cette différence entre pardon et confiance était quelque chose qu'Esteban ne parvenait pas à comprendre. Il croyait que si j'avais pardonné, je devais automatiquement permettre à Patricia de revenir chez moi. Mais j'avais appris qu'on peut pardonner sans restaurer des privilèges perdus.
L'année dernière, pour l'anniversaire de ma petite fille, ils ont organisé une fête dans leur appartement. C'était un espace très petit pour autant de monde, mais Patricia s'est donné du mal pour que tout soit joli, décoration, gâteaux faits maison, jeux organisés. Pendant la fête, alors que je voyais ma petite fille heureuse entourée de camarades, Patricia s'est approchée de moi. Don Aurelio, vous ne trouvez pas que ce serait bien de faire le prochain anniversaire chez vous? Il y a plus d'espace, un jardin pour que les enfants jouent. Patricia, lui ai-je répondu, ma petite fille peut utiliser ma maison quand elle vient en visite avec moi, mais je n'organiserai pas d'événement où toi tu serais l'hôtesse de mon foyer. Mais, Don Aurelio, juste pour une seule fois, pour le bien de la petite. Pour le bien de la petite, il vaut mieux qu'elle apprenne qu'on ne peut pas faire du mal et ensuite prétendre que rien ne s'est passé. La fête a continué, mais on sentait la tension que cette conversation avait créée. Les invités percevaient qu'il y avait des problèmes familiaux sans comprendre exactement ce qui se passait. Après la fête, ma petite fille est venue là où je disais au revoir. Papy, ce ne serait pas plus joli si on pouvait faire les fêtes dans ta grande maison. Encore une fois, le chantage émotionnel, mais cette fois par une enfant innocente. Mon amour, lui ai-je dit, tu peux profiter de ma maison tous les samedis quand tu viens en visite. Les fêtes, ce sont tes parents qui les organisent là où ils vivent. Mais maman dit que ta maison, c'était aussi sa maison avant. Là, j'ai compris que Patricia remplissait la tête de ma petite fille avec sa version des faits. Ma chérie. Ta maman a vécu chez moi quand je l'y ai autorisée, mais ensuite elle a fait des choses qui m'ont beaucoup blessé et j'ai décidé qu'elle ne pouvait plus vivre là. Quelles choses elle a faites? Des choses d'adulte que tu comprendras quand tu seras plus grande. Cette conversation m'a inquiété, parce que j'ai compris que Patricia utilisait ma petite fille pour me mettre la pression émotionnelle. Elle apprenait à la petite à remettre en question mes décisions, à me voir comme le grand-père méchant qui ne pardonne pas. Le samedi suivant, quand ma petite fille est venue en visite, je lui ai demandé directement. Mon amour, est-ce que ta maman t'a demandé de me poser des questions sur les fêtes dans ma maison? La petite a baissé les yeux, confirmant mes soupçons. Ma chérie, il est important que tu comprennes que tu n'as pas à me demander des choses pour maman. Quand tu viens ici, c'est ton temps avec moi. Tu n'as pas à amener les problèmes des adultes. Après cette conversation, j'ai parlé sérieusement avec Esteban. Ma fils, Patricia utilise ta fille pour me manipuler. Ce n'est bien pour personne, surtout pas pour la petite. Papa, Patricia ne manipule personne, elle veut juste que la famille soit unie. Esteban, utiliser un enfant pour mettre la pression à un adulte, c'est de la manipulation et c'est mauvais pour le développement émotionnel de l'enfant. La situation s'est encore compliquée quand ma petite fille a commencé l'école et que Patricia a décidé d'inscrire mon adresse comme contact d'urgence. L'école m'a appelé un jour parce que la petite avait eu un peu de fièvre et qu'il n'arrivait pas à joindre les parents. Quand je suis arrivé à l'école, la directrice m'a dit. Monsieur Mendoza, nous avons noté que vous êtes le grand-père et le contact d'urgence qui vit à la même adresse que les parents, mais nous n'avons pas pu joindre la mère au téléphone de son domicile. Madame la directrice, lui ai-je expliqué, je ne vis pas avec les parents de la petite, je vis seul. Les parents vivent à une autre adresse, mais ici, la même adresse est indiquée pour tout le monde. Là, j'ai compris que Patricia avait falsifié des informations dans l'inscription scolaire, en faisant croire que nous vivions tous ensemble. C'était encore un mensonge, une autre manipulation pour créer l'apparence d'une famille unie. J'ai dû aller à l'école avec mes documents pour corriger l'information. Les directrices, ma belle-fille a mis de fausses informations. Moi, j'habite à une adresse, eux à une autre. En cas d'urgence, il faut appeler d'abord les parents. La directrice est restée déconcertée. Monsieur, y a-t-il des problèmes familiaux que nous devrions connaître pour le bien de l'enfant? Il n'y a pas de problème qui nuise à la petite. Vous avez seulement besoin d'avoir la bonne information sur où chacun habite. Ce soir-là, j'ai confronté Esteban à propos de la falsification des données scolaires. Comment est-il venu à l'idée de mettre mon adresse comme si nous vivions tous ensemble? Papa. Patricia a pensé que c'était plus simple comme ça en cas d'urgence. Esteban, c'est falsifier une information officielle et, en plus, ça crée de la confusion sur la situation réelle de la famille. Papa, ce n'est pas si grave. Ce n'est qu'un formulaire de l'école. Non, Esteban, ce n'est pas juste un formulaire. Cela fait partie du schéma de comportement de Patricia. Manipuler l'information pour créer la réalité qu'elle veut au lieu d'accepter la réalité qui existe. 3 ans après le changement de serrure,
la situation familiale s'était stabilisée dans ce que j'appelais une coexistence respectueuse. Patricia avait finalement accepté qu'elle ne reviendrait pas dans ma maison. Esteban avait arrêté de me demander de reconsidérer ma position. Ma petite fille venait en visite régulièrement sans apporter de message de ses parents. Mais la tranquillité a duré peu. Il y a 1 an, Patricia a commencé à avoir de sérieux problèmes économiques. L'entreprise où elle travaillait a fermé une succursale et elle s'est retrouvée sans emploi. Esteban a dû réduire drastiquement ses dépenses pour couvrir les frais de la famille avec un seul salaire. « Papa », m'a dit Esteban, « nous vivons une situation très difficile. Le loyer a augmenté, les dépenses de la petite ont augmenté avec l'école et Patricia ne trouve pas de travail. » Esteban, je suis désolé d'entendre ça, mais qu'attends-tu que je fasse? « Papa, tu ne pourrais pas nous aider financièrement jusqu'à ce que Patricia trouve du travail? Tu trouves juste que j'aide financièrement la personne qui a essayé de me voler la maison. Mais papa, ce n'est pas pour Patricia, c'est pour ta petite fille. » Encore une fois, le chantage émotionnel en utilisant l'enfant. Esteban, si ma petite fille a besoin de quelque chose de précis, on en parle, mais je ne vais pas subventionner la vie de Patricia indirectement. Papa. Juste jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. Quelques mois seulement. Non, Esteban. Patricia devra résoudre sa situation de travail, comme tous les adultes responsables. La pression économique a intensifié les tentatives d'approche. Patricia a commencé à m'envoyer des cartes pour chaque date spéciale, mon anniversaire, la fête des pères, Noël. Chaque carte venait avec un message sur l'importance de la famille unie et du pardon chrétien. Elle a aussi commencé à envoyer des cadeaux pour ma maison par l'intermédiaire de ma petite fille. Papy, maman t'a envoyé cette plante pour le jardin. Oh, papy, maman a fait ce dessert pour toi. C'étaient des tentatives pour établir un lien qui justifierait des demandes d'aide futures. J'acceptais les cadeaux pour ne pas blesser ma petite fille, mais je les lui rendais à la fin de la visite. Mon amour, dis à maman que je remercie l'attention, mais que je n'ai pas besoin de cadeaux. La situation est arrivée à la limite quand Patricia s'est présentée chez moi un samedi où ma petite fille était en visite. Don Aurelio, je suis venu chercher la petite. C'était un mensonge évident. Elle venait toujours le dimanche après-midi. Patricia, il est 14h le samedi. La petite reste jusqu'à demain comme toujours. C'est qu'il est arrivé quelque chose et j'ai besoin d'elle à la maison. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est personnel, Don Aurelio. Ma petite fille semblait confuse par le changement de routine. Maman, je veux rester avec papy comme d'habitude. Non, mon amour, aujourd'hui nous partons plus tôt. Après leur départ, j'ai appelé Esteban pour comprendre ce qui s'était passé. Fils, Patricia est venue chercher la petite 3 heures plus tôt que d'habitude. Il s'est passé quelque chose? Il ne s'est rien passé de spécial, papa. Peut-être que Patricia voulait faire quelque chose avec la petite. Esteban, ne me mens pas. Patricia est venue avec une excuse inventée. Qu'est-ce qu'elle prépare? Après beaucoup d'insistance, Esteban a admis la vérité. Papa, Patricia a pensé que si elle venait pendant la visite, vous pourriez parler et peut-être régler les choses. Régler quoi? Il n'y a rien à régler. Papa, la situation économique est très compliquée. Patricia a pensé que si vous parliez face à face. Là, j'ai compris que c'était une embuscade émotionnelle en utilisant ma petite fille comme prétexte. Patricia avait interrompu le temps de ma petite fille avec moi pour tenter une conversation dont j'avais déjà dit que je ne voulais rien savoir. Esteban, ça ne peut plus se reproduire. Les visites de ma petite fille sont sacrées. Patricia ne peut pas utiliser ces moments pour ses agendas personnels. Papa, elle voulait seulement te parler. Si Patricia veut me parler, qu'elle m'appelle et demande un rendez-vous, mais qu'elle n'implique pas la petite dans ses manœuvres. Le samedi suivant, quand est arrivée l'heure de la visite, ma petite fille est venue seule, mais avec un message. Papy, maman dit que si tu peux l'appeler parce qu'elle a besoin de te parler de quelque chose d'important. Mon amour, tu n'as pas à m'apporter des messages de maman. Quand tu es ici avec moi, c'est notre temps ensemble. Mais maman dit que c'est important. Tout ce que maman a à dire peut attendre que tu sois rentré chez toi. Pendant cette visite, ma petite fille paraissait tendue, comme si elle portait la responsabilité de me convaincre de quelque chose. C'était injuste qu'une enfant de 7 ans doive gérer des problèmes d'adultes. À la fin de la visite,
quand je l'accompagnais jusqu'à la voiture où Patricia l'attendait, ma belle-fille a baissé la vitre. Don Aurelio, pouvons-nous parler un moment? Patricia, si tu as quelque chose à me dire, appelle-moi. Don Aurelio, juste 5 minutes. C'est à propos de l'avenir de la petite. C'était l'argument qu'elle savait que je ne pouvais pas ignorer. 5 minutes, ai-je dit, mais que la petite reste dans la voiture. Don Aurelio, a commencé Patricia, je sais que vous avez des raisons d'être en colère contre moi, mais la situation économique est très difficile. Nous avons dû changer la petite d'école, de la privée à la publique, parce que nous ne pouvons plus payer. Je regrette d'entendre ça, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Don Aurelio, vous avez toujours dit que vous vouliez le meilleur pour votre petite fille. Dans votre maison, elle pourrait avoir de meilleures conditions de vie. Voilà la proposition finale. Ce n'était pas que Patricia revienne vivre avec moi, mais que je garde l'enfant pour qu'elle ait de meilleures conditions. Patricia, tu es en train de me demander de prendre en charge ta fille parce que tu ne peux pas l'entretenir. Ce n'est pas que je ne puisse pas, Don Aurelio, c'est que vous pouvez lui donner des choses que nous ne pouvons pas maintenant. Comme quoi? Une grande maison, un jardin, une école privée, des cours d'anglais, des vacances. C'était une proposition absurde, déguisée en sacrifice maternel. Patricia voulait que je prenne en charge financièrement l'éducation de ma petite fille pendant qu'elle se libérait de ses responsabilités. Patricia, ta fille n'a pas besoin d'une grande maison ni d'une école privée. Elle a besoin de parents responsables qui travaillent pour l'entretenir. Toi, tu dois trouver du travail, pas chercher que d'autres prennent en charge tes obligations. Mais Don Aurelio, vous avez des ressources que nous n'avons pas. J'ai des ressources parce que j'ai travaillé 40 ans pour les avoir. Toi aussi tu dois travailler. Don Aurelio, vous ne vous souciez pas du bien-être de votre petite fille. Si, je m'en soucie beaucoup. C'est justement pour ça que je ne vais pas lui apprendre que, quand on a des problèmes économiques, la solution est de faire en sorte que d'autres les résolvent. Cette conversation a marqué la fin de toute possibilité de rapprochement avec Patricia. Elle avait montré clairement qu'elle me voyait comme une source de ressources, pas comme une personne digne de respect. 6 mois plus tard, Patricia a trouvé du travail dans une autre entreprise de comptabilité. Leur situation économique s'est améliorée progressivement. Les appels désespérés demandant de l'aide se sont arrêtés. Les tentatives de manipulation émotionnelle se sont espacées. Ma petite fille a continué de venir tous les samedis, mais sans apporter de message ni de cadeau de sa mère. La relation s'était stabilisée dans ce qu'elle aurait toujours dû être, une enfant passant du temps avec son grand-père sans arrière-pensée. Aujourd'hui, 5 ans après l'incident des serrures, je peux dire que j'ai pris la bonne décision. Ça n'a pas été facile de rester ferme face à tant de pressions émotionnelles, mais c'était nécessaire pour établir des limites claires. Ma relation avec Esteban est différente de ce qu'elle était avant, mais elle est honnête. Nous ne faisons plus semblant qu'il ne s'est rien passé de grave. Nous parlons du travail, de la petite, des projets familiaux, mais toujours avec la conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être effacées. Ma relation avec ma petite fille est belle et sincère. Elle a appris à apprécier notre temps ensemble sans les pressions des conflits d'adultes. C'est une enfant heureuse, intelligente, qui comprend que les familles peuvent fonctionner différemment. Est-ce que je regrette d'avoir appelé la police cet après-midi-là? Non, pas une seconde. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Elle m'a rendu le contrôle de ma maison et m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Patricia a appris la leçon. Je crois qu'elle a compris qu'avec moi les manipulations ne fonctionnent pas. Si ça fait d'elle une meilleure personne ou juste une personne plus prudente avec ses manœuvres, ce n'est pas ma responsabilité. La leçon la plus importante de toute cette expérience, c'est que les limites familiales ne sont pas optionnelles. Quand quelqu'un les franchit gravement, il faut établir des conséquences claires et les maintenir malgré les pressions émotionnelles. Est-ce que ça a été dur de maintenir Patricia hors de ma maison pendant 5 ans? Oui, surtout quand ils ont commencé à utiliser ma petite fille comme argument émotionnel. Mais c'était nécessaire pour préserver ma dignité et mon foyer. La famille est-elle restée brisée après le conflit? Non, elle est restée redéfinie. Elle fonctionne maintenant avec des règles claires, des limites respectées et des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'abus. Et toi, qui m'as écouté jusqu'à la fin de cette longue histoire, j'espère que tu as compris que se défendre, ce n'est pas détruire la famille, mais la protéger des éléments qui la blessent. Si tu vis une situation où quelqu'un essaie de s'approprier ce qui est à toi, qu'il soit de la famille ou pas, souviens-toi de mon expérience. La loi est de ton côté si tu as raison.
Les documents légaux valent plus que les larmes de crocodile et des limites fermes protègent mieux qu'une tolérance infinie. Dis-moi ce que tu penses de cette décision d'appeler la police. Crois-tu que j'ai été trop extrême? Aurais-tu fait la même chose? Penses-tu que j'aurais dû pardonner à Patricia après toutes ces années? Et surtout, dis-moi depuis quelle ville tu m'écoutes, parce que je veux savoir que ce message sur la défense des droits et de la dignité personnelle voyage loin. Parce qu'au final, ce qui importe vraiment, ce n'est pas de maintenir la paix familiale à tout prix, mais de maintenir la justice familiale au prix juste. Et ce prix inclut parfois des décisions difficiles qui font mal, mais qui guérissent. Ma maison reste ma maison. Mes clés fonctionnent toujours dans mes serrures. Mon foyer reste mon refuge et ma dignité reste intacte après avoir prouvé que personne, même pas la famille, ne peut piétiner les droits d'une personne honnête. L'histoire se termine comme elle a commencé, avec un homme dans sa propre maison. Mais ce n'est plus un homme surpris par la trahison, c'est un homme renforcé pour avoir défendu ce qui lui appartenait avec les outils que la loi lui donnait. Aurelio Mendoza, 79 ans, propriétaire légal de sa maison, défenseur de ses droits, grand-père présent mais non manipulable, et surtout exemple qu'il n'est jamais trop tard pour appeler l'autorité quand la famille devient un problème légal.